Merci beaucoup. Bienvenue à tous au lancement de notre édition 2025 du Panorama des administrations publiques. Je suis ravie que vous ayez pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui pour pouvoir partager vos contributions, mais également célébrer cet lancement de cette publication très importante. Si vous ne connaissez pas, je suis Sapana Agraval. Je suis la directrice de l'unité de stratégie de la fonction publique au bureau du cabinet au Royaume-Uni. Il s'agit d'améliorer la manière dont les gouvernements fonctionnent. C'est le cœur de mon travail, donc je suis ravie de faire partie de cette réunion. Au jour le jour, je suis également à la tête du comité sur la gouvernance publique qui travaille aux côtés du comité des hauts responsables du budget et du comité de la politique de la réglementation qui ont permis d'élaborer ce document. Nous sommes vraiment fiers du travail de comité en la matière. Avant de commencer, tout d'abord, je souhaite vous dire que l'interprétation française est disponible pour cet événement. Vous pouvez sélectionner cette option en bas de votre écran. Étant donné que vous êtes ici, je suis sûre que vous le savez, mais je vais le redire, le panorama des administrations publiques sont une source de données critiques pour toute personne intéressée par le fonctionnement des administrations publiques. Ce qui est encore plus important peut-être pour ceux qui s'intéressent à ce domaine, c'est comment les gouvernements et les administrations publiques peuvent travailler plus efficacement. Et donc, c'est un document que nous publions tous les 2 jours qui rassemble beaucoup de données comparables au niveau international sur tous les aspects des gouvernements et leurs performances. Et ce sont des données qui sont collectées en collaboration avec nos membres et avec nos pays partenaires. Pour vous donner une idée de la portée de cette publication, et nous en sommes très fiers, l'édition 2023 a été téléchargée plus de 190 000 fois, ce qui rend ce panorama des administrations publiques 2023 le rapport de l'OCDE, le 7e rapport de l'OCDE le plus téléchargé sur la période 2023-2025. Ce panorama donne donc aux fonctionnaires les clés pour comprendre les positions de leur pays, notamment sur les domaines de gouvernance publique. Il s'agit également d'identifier les opportunités d'amélioration et de se comparer à des pairs plus avancés. Si vous travaillez dans ce domaine comme moi tous les jours, les données comparatives sont au cœur de notre travail et donc les publications telles que celle-ci sont essentielles pour voir quels sont les changements qui sont opérés et indiquer au ministère pourquoi le changement est possible et même important. C'est également un catalyseur de nombreuses initiatives pour générer plus de données de meilleure qualité sur la gouvernance publique. Il s'agit notamment d'inclure les niveaux de confiance publique et de satisfaction au niveau des services publics. Cette édition présente un nouveau discours. Comment les gouvernements peuvent renforcer la confiance et la prospérité dans le contexte qui est marqué par des bouleversements démographiques, environnementaux et numériques, en plus d'une marge budgétaire particulièrement restreinte. Cette année, le chapitre sur lequel nous nous concentrons porte sur comment les gouvernements font face à la crise climatique et travaillent à limiter l'impact du changement climatique. Je suis donc ravie d'être la présidente de lancement de cette édition. Nous allons avoir de nombreux intervenants et panélistes. Et je souhaite donc saluer chaleureusement tous nos participants. Rapidement, je vais leur demander de se présenter. Mathias, si vous pouviez nous saluer. Bonjour, je suis Mathias Kornmann, je suis secrétaire général de l'OCDE. Merci. Je vais passer à Pasi. Bonjour, je suis Pasi Varama, je suis l'ambassadeur de la Finlande auprès de l'OCDE. Ensuite, nous avons Angèle. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Je suis Angèle Alonso. Je suis chef de cabinet adjoint du Premier ministre en Espagne. Nous avons Guilherme. Bonjour, je suis Guilherme, je suis le secrétaire à la politique économique au ministère de l'économie brésilien. Et Elsa Pulichowski. Bonjour, je suis la directrice de la gouvernance publique de l'OCDE. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. C'est vraiment un honneur de pouvoir avoir ces discussions avec vous. Sans plus attendre, j'invite le secrétaire général de l'OCDE, M. Kornmann, à faire son discours. Merci. Merci, Sapana. Merci, Madame la Présidente.
Tout d'abord, je vous souhaite un bon lancement de l'édition 2025 du Panorama des administrations publiques. C'est un rapport phare qui nous permet de fournir des données comparatives sur la gouvernance publique. Nous couvrons 45 pays de membres de l'OCDE et pays partenaires dans cette édition, 9e en la matière. L'idée est d'améliorer l'efficacité des gouvernements, notamment dans le contexte de transformation structurelle. Il s'agit d'utiliser nos ressources de la meilleure manière qui soit pour répondre aux attentes des citoyens, afin de renforcer la confiance de ces citoyens et citoyennes dans nos institutions. Nous sommes intéressés à l'enquête sur la confiance de l'OCDE de l'année dernière qui nous montre que sur 30 pays de l'OCDE, les participants indiquent qu'ils ont une confiance très faible ou aucune confiance envers leurs administrations publiques. Et 39% des participants indiquent une confiance élevée ou modérément élevée. Trois des grandes priorités de ce rapport, ce sont les suivantes. Il faut renforcer l'efficacité et l'efficience des gouvernements et des administrations publiques pour atteindre nos objectifs de politique publique. Et donc, cela passe par une meilleure gestion des finances. Notre rapport indique que 34 des 38 pays de l'OCDE qui ont participé à notre enquête sur les examens des dépenses publiques montrent qu'il nous faut des actions concrètes pour pouvoir rester efficaces dans nos dépenses publiques. Les nouvelles technologies peuvent permettre de faire face à ces besoins d'efficacité des gouvernements. La passation des marchés publics représente 30% du PIB des pays de l'OCDE. Les pays qui ont participé à l'enquête 2024 sur les passations de marché utilisent les technologies pour rationaliser leur flux de travail en la matière et automatiser les tâches. Il faut aller plus loin, notamment en termes de logistique, où seulement 5 des 35 pays de l'OCDE utilisent ces outils numériques. Deuxième point, l'opportunité de renforcer des engagements dans la prise de décision pour renforcer la confiance dans les institutions publiques. Cela inclut inclure les parties prenantes dans l'élaboration de lois. Donc, les législateurs doivent entendre les contributions de toutes les parties prenantes. Et ça, ce n'est fait que dans 14 des 35 pays de l'OCDE. Pour améliorer les services publics, il faut se baser sur la confiance des citoyens. Dans nos enquêtes, nous voyons qu'il y a eu des avancements en matière d'inclusion des citoyens dans les services publics, notamment en ce qui concerne la retraite. Les agences de gouvernement et ces nouvelles structures permettent de mieux naviguer l'ère dans laquelle nous nous trouvons. La recommandation 2024 de l'OCDE sur les services publics centrés sur l'humain fournissent des orientations sur comment mettre en place ces approches innovatives et continuer à fournir des services en prenant en compte les attentes et les besoins des citoyens. Autre domaine clé, c'est l'accès à la justice. Le système de justice et de certitude juridique sont essentiels dans nos démocraties pour garantir l'égal accès à la justice. Il y a eu des améliorations qui ont été notées dans notre rapport. Il y a de nombreux garde-fous qui ont été mis en place pour garantir que la justice soit rendue correctement. Pour mieux soutenir les gouvernements, notre recommandation de 2023 sur l'accès à la justice et au système juridique fournit des orientations pour permettre une meilleure égalité au sein des systèmes juridiques et de leurs services. En conclusion, avant d'entendre les contributions de mes collègues, nos recommandations se portent sur l'efficacité du gouvernement et des administrations publiques. Nous continuerons à éclairer leur prise de décision dans
des contextes particulièrement compliqués, notamment en termes de confiance publique. Nous sommes impatients de continuer à travailler à vos côtés pour être plus efficaces, plus réactifs dans nos administrations publiques pour les citoyens et citoyennes. Et je vous rends la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathias. Merci de nous avoir donné une vue d'ensemble de cette publication et des opportunités qu'elle présente. En termes de résultats, bien sûr, c'est ce que nous attendons le plus. Je vais donner la parole à Elsa, la directrice du comité de la gouvernance publique. Elsa, vous avez la parole. Merci beaucoup, Savannah. Merci au secrétaire général pour ces remarques. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous présenter certains des résultats clés de cette édition des panoramas des administrations publiques. Nous allons nous plonger en profondeur sur le fonctionnement des gouvernements pour répondre aux attentes des citoyens et citoyennes. Donc, quel est le chemin à adopter pour répondre aux attentes de leur population? Le secrétaire général a déjà souligné certains aspects du rapport que je vais présenter, mais je vais être un petit peu plus détaillé. Le rapport se base sur trois blocs. D'abord, la confiance, la satisfaction, la prospérité qui sont vus comme des résultats clés ou plutôt les résultats clés d'une gouvernance publique efficace. Ensuite, nous allons regarder les résultats en termes de pratiques de bonne gouvernance. Et troisième bloc, les ressources utilisées pour atteindre les résultats. Le chapitre sur lequel nous nous concentrons se porte sur la gouvernance pour la transition écologique. Le secrétaire général en a déjà parlé, mais je vais en parler également. Aujourd'hui, les administrations publiques font face à de nombreuses pressions. Notre enquête sur la confiance montre qu'un peu moins de 4 personnes sur 10, soit 39%, indiquent qu'ils placent une confiance modérément élevée dans leurs administrations publiques. C'est ce que vous voyez sur la gauche. Notre analyse des moteurs de cette confiance montre que pour la renforcer, il faudra en priorité déployer des efforts pour que les voix des concitoyens et citoyennes soient entendues. Il faut également se baser sur des données pour éclairer notre prise de décision, trouver un équilibre entre les intérêts des générations et renforcer la redevabilité. D'autre part, il y a de plus en plus de préoccupations sur le rôle des administrations publiques dans la consolidation de la prospérité. C'est ce que vous voyez à droite sur la diapositive. Dans la plupart des pays de l'OCDE, l'économie reste une préoccupation. On a d'abord l'inflation, avec 59%, la pauvreté et l'inégalité sociale, puis l'emploi et le chômage. Les populations vieillissant, une productivité faible et le besoin de gérer à la fois les transitions écologiques et numériques sont autant de défis à gérer pour les administrations publiques. Donc tout ceci crée des environnements très complexes pour que les administrations publiques répondent aux demandes de leur population. Par ailleurs, les leviers gouvernementaux sont limités. En effet, les marges budgétaires sont réduites. Le déficit budgétaire moyen en 2023 représentait 4,6% du PIB, ce qui est plus élevé et de manière conséquente que la moyenne de 2,9% des 5 années qui ont précédé la pandémie de Covid-19. Par ailleurs, les outils les outils réglementaires doivent être modernisés. Seuls 41% des populations des pays de l'OCDE estiment que leurs gouvernements arriveront à réglementer les nouvelles technologies. 35% d'entre eux pensent que c'est peu probable. Ainsi, les cadres réglementaires ne sont pas pleinement adaptés aux changements technologiques rapides de notre époque. Mais il y a une marge de manœuvre. L'action de l'administration doit être guidée par une utilisation accrue de l'IA et des outils numériques. Nous en reparlerons tout au long de la présentation. Nous constatons que les gouvernements renforcent leurs efforts afin de proposer des services, mais il y a une grande marge de progression. Pour la transition numérique, selon nos données, la plupart des pays de l'OCDE ont des notes qui sont au-dessus de la moyenne dans l'indice de l'administration numérique de l'OCDE, comme vous le voyez à l'écran. Mais
Il faut quand même améliorer les cadres de politique numérique, la direction numérique et l'utilisation des données de manière stratégique. La gouvernance numérique des données doit être renforcée. L'intégration numérique peut aider les gouvernements à agir de manière plus efficace. Les pratiques réglementaires sont également décisives. En moyenne, la qualité de l'évaluation d'impact de la réglementation, des systèmes d'évaluation d'impact de la réglementation pour les lois primaires dans les pays de l'OCDE est restée stable de 2024 à 2000 de 2014 à 2024 sur une échelle de 0 à 4. Et vous voyez également les examens de dépenses qui sont devenus euh, un élément permanent dans beaucoup de pays de l'OCDE, mais il faut encore définir de meilleurs objectifs et ajuster les solutions et prendre des décisions fondées sur des conclusions. Il y a trois priorités dans ce rapport. La première, restaurer le sentiment de dignité dans les interactions avec les institutions publiques. En 2023, seuls 30% des personnes interrogées en moyenne estimaient que le système politique de leur pays permettait aux citoyens de se prononcer au niveau des actions de l'administration publique. 43% des personnes interrogées estiment que les administrations publiques accepteraient des politiques publiques qui iraient dans les intérêts des entreprises privées, même si elles étaient négatives pour la société dans son ensemble. Et ce manque de responsabilité peut être lié à une perception de la faiblesse et des faiblesses du système d'intégrité. Par exemple, les pays de l'OCDE ont adopté 77% des critères de l'OCDE pour la réglementation sur les conflits d'intérêts, mais ils n'en ont mis en œuvre que 42% en moyenne. Et il y a donc une nécessité d'adopter des politiques publiques afin d'améliorer la responsabilité et la participation du public. Ce sont des déterminants essentiels de la confiance dans nos institutions à l'heure actuelle. Et nous le savons grâce à nos études. La dignité dans les interactions avec les institutions publiques implique de répondre aux besoins des populations. Il faut mieux harmoniser les services de l'administration publique avec les besoins et les expériences des citoyens. Beaucoup de pays ont adopté une approche fondée sur les événements de vie. Il s'agit d'organiser les services par rapport à des événements clés dans les vies des citoyens, naissance d'un enfant, retraite, perte d'emploi, au lieu de structurer ces services autour de la structure interne du gouvernement. La majorité des pays interrogés, 71%, ont mis en œuvre une forme d'approche fondée sur les événements de vie pour certains services publics, mais moins de pays ont adopté une approche pleinement intégrée où les services sont regroupés et les citoyens interagissent avec un guichet unique tout au long de leur événement de vie. Deuxième priorité, renforcer le sentiment de sécurité face aux changements économiques et sociétaux. Comme l'a précisé le secrétaire général, la confiance pour les entreprises et les consommateurs, la confiance dans le système juridique est essentielle. Ceux-ci ne doivent pas avoir l'impression qu'ils peuvent être victimes de fraude et ils doivent sentir que leurs contrats sont applicables. La note moyenne des pays de l'OCDE pour l'indice de qualité de la justice civile du World Justice Project est de 0,68 sur une note de 0 à 1. C'est un chiffre qui est resté stable depuis 2014, à l'époque à laquelle il était à 0,67. Les gouvernements jouent un rôle essentiel pour assurer la sécurité économique des foyers par le biais de la redistribution des revenus. En moyenne, 27% des populations dans les pays de l'OCDE vivent dans une pauvreté relative avant les taxes et les transferts pour enfants, logements ou chômage. Néanmoins, ce chiffre chute à 11% après avoir pris en compte les taxes et les transferts. Et comme vous le voyez à l'écran, la confiance dans les institutions publiques est intimement liée à la confiance que les citoyens ont en la capacité des administrations publiques à trouver l'équilibre des intérêts intergénérationnels. Il faut établir un sentiment de sécurité entre les générations, c'est essentiel. Troisième priorité pour les administrations publiques, améliorer l'efficacité de nos économies, soutenir la croissance de la productivité. Il y a trois moyens d'améliorer les niveaux de productivité et de stimuler la prospérité. D'abord, bien entendu, la réglementation efficace, nous en avons déjà parlé. Il faut absolument simplifier la réglementation pour avoir un impact accru, mais il faut également renforcer l'intégrité. Le phénomène des lobbies est une partie légitime des processus décisionnels, mais seuls 42% des critères de lobby de l'OCDE sont satisfaits et 36% sont mis en œuvre. Les gouvernements pourraient également être plus efficaces dans les dépenses et la mise à profit des systèmes de marché public.
Ils représentent 30% du PIB dans les pays de l'OCDE, donc ce sont des leviers essentiels. L'efficacité des systèmes de marché public doit être suivie avec attention. Un petit peu plus de 2 tiers des pays de l'OCDE affirment qu'ils utilisent des indicateurs d'efficacité dans le cadre de leur système de marché public. 60% des pays de l'OCDE utilisent de nouvelles technologies pour améliorer les marchés publics. Et les administrations publiques doivent surtout mobiliser les données qui sont des outils stratégiques. Un accès ouvert aux ensembles de données à forte valeur, à savoir les bases de données gouvernementales qui sont estimées particulièrement précieuses pour la société et l'économie. Eh bien, ces données peuvent accompagner des solutions innovantes pour les entreprises, les sociétés civiles et le secteur public, notamment par le biais de systèmes d'IA, tout en améliorant l'efficacité des ressources publiques. À l'heure actuelle, dans les pays de l'OCDE, en moyenne, 47% de ces bases de données, d'ensemble de données à forte valeur, sont disponibles et ouvertes, mais il y a une marge de manœuvre dans les secteurs tels que l'éducation, la santé, les prestations sociales. La disponibilité de ces données est encore plus faible. En effet, pour la santé, c'est 37%, pour les prestations sociales, 42%. Et comme je le disais, dans ce rapport cette année, l'accent est mis sur euh, la gouvernance de la transition verte. Le climat est à l'intersection entre dignité, sécurité et productivité. D'abord, la crédibilité de la mise en œuvre des politiques publiques de lutte contre le changement climatique doit être renforcée. Des cibles de neutralité carbone ont été largement adoptées dans le cadre de lois dans les pays de l'OCDE au cours de la dernière décennie. 23 sur 37 pays de l'OCDE ont entériné des cibles de neutralité carbone par le biais de lois. 5 autres pays ont proposé ce type de loi. Autre moyen d'assurer l'engagement sur le long terme et la crédibilité. Il est possible de mettre en place des autorités indépendantes afin d'assurer la surveillance et l'examen des politiques climatiques. En 2023, environ la moitié des pays de l'OCDE avaient établi ce genre d'autorités indépendantes. Par ailleurs, les administrations publiques doivent disposer des bonnes capacités et compétences pour mettre en œuvre des politiques sur le long terme afin de réduire les émissions. Une grande majorité des pays de l'OCDE ont adopté des politiques ou des cadres sur les marchés publics verts. Néanmoins, la mesure des effets environnementaux de ces stratégies de marché public, par exemple les émissions CO2 économisées, reste limitée. Ceci montre qu'il faudrait accroître le suivi et les mécanismes d'évaluation. Les pratiques d'infrastructures vertes peuvent également être améliorées dans les pays membres de l'OCDE, comme vous le voyez à droite. Les pays devraient utiliser les cadres climatiques pour démontrer leur engagement à investir dans les infrastructures vertes, et il faut spécifier les conditions requises afin de faire fonctionner les infrastructures répondantes à des normes environnementales. Enfin, comme vous le savez tous, dans le cadre de la transition verte, les administrations publiques vont devoir mobiliser des outils pour assurer l'adhésion sociale et des objectifs de l'administration et des choix de mise en œuvre. Et il faut établir un consensus selon les données dont on dispose. Les questions de politique climatique font souvent de plus en plus l'objet de processus délibératifs comme les assemblées citoyennes. 41% des processus délibératifs des pays de l'OCDE entre 2021 et 2023 portaient sur les questions environnementales. Et il faut se demander, et maintenant la question est de savoir si ces processus sont couronnés de succès, et il faut également accroître les processus participatifs, autre pilier clé de notre initiative sur le renforcement de la démocratie, comme vous le voyez, ou l'initiative pour renforcer la démocratie plutôt. Comme vous le voyez, cette publication est extrêmement dense et elle cumule toute série de données probantes sur la gouvernance publique. Il y a encore bien d'autres données dans le rapport, je n'en ai cité que quelques-unes, et je vous encourage vivement à télécharger ce rapport. Avant de donner la parole à Sapana, je vous répète que les défis qui se présentent sont complexes, et cela exigera des efforts de la part des administrations publiques. Il faudra donc mettre l'accent sur la restauration de la dignité des personnes dans leurs interactions avec l'administration, renforcer le sentiment de sécurité et améliorer l'efficacité de nos économies. Ce sont les facteurs clés pour stimuler la croissance de la productivité dans les économies. Merci beaucoup. Et maintenant, Sapana, je vous rends la parole. Merci beaucoup, Elsa. Vous avez parfaitement bien résumé ce rapport.
Ma première réaction, c'est que c'est un rapport qui est intimidant. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est plutôt encourageant de voir qu'il y a des bonnes pratiques dont on peut s'inspirer. Néanmoins, certains défis nous touchent tous. J'ai été frappée par le graphique qui montrait les différents défis en matière de politique publique euh, qui sont classés par rapport à la perception des citoyens. La hausse du coût de la vie, l'inflation sont au sommet de ces priorités, donc c'est très intéressant. J'ai été également particulièrement frappée par le contraste avec les éditions précédentes. En effet, c'est remarquable de constater que cette publication a beaucoup évolué depuis la première édition en 2009. On a fait des progrès notables dans la mesure des résultats de gouvernance publique et un travail remarquable a été effectué au niveau de l'enquête sur les déterminants de la confiance. Nous avons ainsi des ensembles de données que nous pouvons utiliser dans nos pays et le secrétaire général a parlé de nouvelles données sur les services publics centrés sur l'humain. Ces données vont étayer la recommandation qui a été adoptée récemment. Et maintenant, la publication est disponible. C'est un travail remarquable de l'OCDE. Maintenant, c'est à nous de la mettre en œuvre. Et je me félicite du chapitre sur la prospérité, qui est un nouveau chapitre, car nous sommes tous face à des défis de taille dans nos pays. C'est intéressant d'avoir des données sur ce point pour y réfléchir afin qu'on puisse intégrer tout ceci dans nos données sur le financement public et les budgets et la budgétisation. Ainsi, on aura des mesures plus détaillées de l'efficacité des gouvernements. Et au niveau du PGC, nous sommes très intéressés par ce sujet. Vous avez formulé un appel à l'action, mais je le répète, à l'issue de cette réunion, téléchargez le rapport, parlez-en à vos collègues. C'est un rapport de très grande qualité avec des graphiques et des illustrations très compréhensibles. Maintenant, c'est à nous de jouer. Il faut changer les choses grâce à ce rapport. Et avant de passer à la discussion en panel, je félicite Elsa et son équipe pour ce travail remarquable. Je remercie à nouveau Monsieur le secrétaire général Corman qui a participé et qui a fait des remarques de contexte extrêmement précieuses qui nous ont permis de commencer nos travaux. Et maintenant, nous allons passer à la discussion en panel. Merci à tous nos intervenants pour leur participation. Je suis très intéressée par l'utilisation de ces données au niveau national. Vos interventions vont être très instructives. Je vais commencer par l'ambassadeur de la Finlande. La Finlande a une trajectoire dans le cadre de laquelle vous avez surmonté beaucoup de crises au cours des dernières années. Dans le contexte actuel de ressources budgétaires limitées et de transitions complexes multiples, quelles sont les mesures nécessaires pour maintenir la résilience et quel rôle jouent les données probantes dans ce processus? Merci. Merci beaucoup, Sapana. C'était vraiment une discussion très prometteuse, très intéressante. La publication est également particulièrement riche pour nous également. Je suis particulièrement impressionné par vos observations, ce que ces rapports veulent dire pour nous, pour pouvoir nous améliorer dans nos administrations publiques. Donc c'est vraiment une publication qui est vitale. En Finlande, nous faisons face à de nombreux défis de financement public avec de nombreuses pressions. Nous avons besoin de consolidation en la matière. Donc il nous faut mettre en place des choix de politique publique qui soient responsables, qui soient durables et penser à nos dépenses pour l'avenir. Pour mettre en place ces réformes, nous devons également maintenir la confiance publique, et c'est ce que Elsa nous a mentionné. Et l'enquête sur les termes de la confiance joue un rôle déterminant dans votre rapport. Il y a un certain paradoxe au niveau de la Finlande. Nous avons des niveaux de confiance assez élevés dans nos institutions. Ça ne veut pas dire que nos citoyens et citoyennes ont le pouvoir d'influencer véritablement les décisions dans nos institutions publiques. Elsa a indiqué que si une personne a l'impression d'avoir son mot à dire dans les actions gouvernementales,
alors cela renforce cette confiance que l'on essaie de maintenir. Ça permet également beaucoup de résilience. Maintenant, pour améliorer cette confiance et cette participation citoyenne, nous avons mis en place de nombreuses recommandations de l'OCDE, notamment celle sur le dialogue à l'échelle nationale. Et nous avons lancé ces dialogues en Finlande ces dernières années. Et notre portée a été de dizaines de milliers de personnes dans de nombreuses langues. Les participants allaient de 5 ans à 90 ans et il y avait 390 organisateurs de différentes domaines, sphères de la société. Nous avons donc créé ces petits groupes et nous sommes également allés à la rencontre des groupes les plus vulnérables. Les thèmes de ces débats, la résilience mentale, par exemple, et comment les communautés peuvent améliorer celle-ci. Ces dialogues ont été utilisés dans le travail préparatoire de nos politiques publiques et dans de nombreux ministères et au niveau également de la fonction publique. Notre gouvernement s'engage à mettre en place des normes de gouvernance publique. Il s'agit également de rationaliser nos processus bureaucratiques, réduire la fragmentation en la matière et moderniser l'administration publique, non seulement pour réduire les coûts, mais également pour améliorer notre efficacité, notre réactivité et la portée de nos actions. Il s'agit de réduire les obstacles pour nos citoyens et leur fournir ou avoir suffisamment de marge de manœuvre dans nos capacités pour fournir ces services. Il nous faut des services publics qui soient adaptés aux besoins de nos citoyens. Pour répondre à votre question, nous avons tous besoin de données de haute qualité pour pouvoir travailler dans le bon sens. Il est essentiel d'avoir ces données pour évaluer l'efficacité en termes de coûts de nos institutions et également identifier les goulets d'étranglement administratifs ainsi que les améliorations nécessaires. Il faut également soutenir des décisions qui permettent que nos mesures à court terme s'alignent sur notre durabilité budgétaire à long terme. Les données montrent que les ressources limitées sont déployées lorsqu'elles sont nécessaires et le plus efficace, et c'est également la base de notre transparence et notre redevabilité. Cela permet également de nous comparer à d'autres institutions, d'autres États membres lorsque vous l'avez. C'est quelque chose que vous avez mentionné vous-même. Les fondements d'une efficacité gouvernementale, c'est d'encourager les citoyens à participer et de faire en sorte qu'ils soient entendus. Cela est possible en se basant sur des données de grande qualité. Bien sûr, on ne peut pas se reposer sur nos lauriers, il faut se tourner à chaque fois vers la réforme et être capable de faire face aux défis de demain. Et cela nous permet d'être plus résilients en tant que société. Enfin, vous le savez peut-être, la Finlande sera à la tête du MCM l'année prochaine. Et je serai ravie d'utiliser ce panorama des administrations publiques dans le travail préparatoire de cette présidence du MCM. Merci beaucoup. Merci beaucoup, excellent. J'aime vraiment cette idée des dialogues et le fait que vous les voyez comme une manière de renforcer non seulement la confiance, mais également d'atténuer les risques qui sont associés à ce manque de confiance et faire en sorte que vos résultats soient de plus en plus importants. Donc merci beaucoup d'être revenu sur ces thèmes. Je vais désormais me tourner vers Alonso, le chef de cabinet adjoint du Premier ministre. Certaines de vos responsabilités incluent de se pencher sur les leçons qui ont été tirées de nos rapports et garantir que les politiques s'y ajustent tout en anticipant les nouveaux défis à venir. Dans un contexte de multicrise, qu'avez-vous appris sur les capacités des institutions publiques à soutenir et à lancer le dialogue avec les citoyens afin de renforcer leur sentiment de dignité quand ils interagissent avec les institutions publiques?
Nous avons vu des données qui montrent bien qu'il y a des problématiques en termes de confiance envers les institutions. Donc, avec ces risques en tête, notamment le risque climatique, que doivent faire les gouvernements pour renforcer le consensus et renforcer cette confiance publique pour des réformes qui durent? Merci beaucoup Savannah pour ces questions. Merci à l'OCDE pour cette invitation. À nouveau, un grand bravo pour ce travail. Le panorama des admirations publiques est une référence pour nous tous. Nous avons donc les données nécessaires, nous pouvons nous comparer ce que nous pouvons faire de mieux, ce que nous pouvons améliorer. Donc c'est vraiment le cœur de ce que fait l'OCDE. Vous parliez de ces multi-crises, crises simultanées. Nous sommes dans une époque où non seulement il y a une complexité qui était déjà existante, mais il y a de nouvelles crises qui coexistent en simultané. Beaucoup d'événements qui mettent à mal nos institutions, nous poussent dans nos retranchements. Il y a eu le Covid, des crises, euh, la crise climatique, l'incertitude économique et d'autres. Et tout ceci montre bien qu'il y a des bouleversements qui sont en cours, que ce soit les transformations numériques, qui sont d'ailleurs une menace, comme vous l'avez dit. Donc tout cela nous pousse dans nos retranchements et je souhaite souligner, quand on parle de sécurité et de productivité, c'est un domaine, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Et lorsque l'on parle plutôt de dignité, c'est la question qui se pose, c'est comment faire. Nous avons appris des situations que nous avons traversées. Donc, nous devons apprendre à faire en sorte que nos institutions puissent communiquer correctement avec nos citoyens. Comment être efficace, évidemment. Et évidemment, nous apprenons alors que nous mettons en place de nouvelles stratégies. Il y a des éléments clés qui paraissent évidents. D'abord, l'accessibilité. Donc, comment s'adresser, communiquer avec les concitoyens et concitoyennes. Donc, c'est vraiment se rendre nous-mêmes dans les lieux où les gouvernements souvent ne se rendent pas, où les administrations publiques ne sont pas présentes. Donc, c'est là où la technologie, même si parfois la technologie représente des défis, ce sont aussi des opportunités pour ces actions de, de, pour pouvoir communiquer avec et être en contact avec nos citoyens et citoyennes. Et c'est des outils que nous utilisons de plus en plus. La transparence également. C'est évidemment un élément critique. Il y a des citoyens qui demandent la redevabilité de leur administration publique, non seulement à travers les élections, mais ils veulent cette redevabilité, cette transparence des gouvernements et des administrations. Ça, c'est un point essentiel. Autre élément clé, et je pense que beaucoup de mes collègues partagent cette réflexion, c'est cet engagement citoyen. Il faut avoir ce dialogue qui va dans les deux sens. Il faut surtout écouter, non seulement écouter, mais surtout intégrer ce qui a été formulé pour l'inclure dans nos politiques publiques. Donc il existe des modèles pour incorporer ce qui ressort d'un dialogue avec les citoyens, mais ce sont des modèles qui sont très centralisés et donc il faudra plus de collaboration et de collaboration entre les différents niveaux d'administration publique. Donc, bien sûr, nous avons une vision de gouvernement central, mais il faut avoir cet élément de proximité avec les citoyens et citoyennes et à faire en sorte que tous les niveaux de l'administration publique soient impliqués dans ce processus. Une étape que nous avons franchie en 2024, nous avons lancé notre plan d'action pour la démocratie. Donc, l'idée est de mettre en place différentes actions au niveau gouvernemental sur les 3 prochaines années. Et cela porte
particulièrement sur le renforcement de la résilience démocratique et inclut les domaines de la transparence des administrations publiques et la participation citoyenne. Il y a évidemment d'autres mesures, mais voilà les éléments clés, les trois éléments clés de ce plan d'action. Nous nous basons sur ce que nous avons appris en termes de stratégie de gouvernement ouvert. L'Espagne a été particulièrement active en la matière dans la mise en œuvre, l'élaboration de nos lois, mais également dans la mise en œuvre de celles-ci. Nous avons un plan de gouvernement ouvert, vous le savez sûrement, mais en octobre, nous aurons la 9e réunion du partenariat des gouvernements pour un gouvernement ouvert pour pouvoir apprendre les uns des autres. Donc au-delà des gouvernements, des administrations publiques, il s'agit d'avoir plus de transparence du pouvoir exécutif et de renforcer la confiance du public dans le système électoral. Nous sommes plus ou moins convaincus que nous sommes des démocraties très ancrées, très solides, mais il faut continuer à faire en sorte que ce soit le cas. Donc nous parlons de transparence, de redevabilité, et ça permet de comprendre comment le gouvernement fonctionne. Nous devons créer ces environnements où la démocratie peut continuer de s'épanouir, faire face à la désinformation, la mésinformation, et tout ceci est permis grâce à une meilleure transparence de notre part. Voilà ce que nous faisons en Espagne. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des citoyens qui soient bien éclairés, mais d'avoir des citoyens qui sont engagés de manière très active dans les administrations publiques. Voilà ce que nous mettons en avant. Un aspect que je souhaite vous mentionner, c'est particulièrement important pour nous en Espagne, c'est que nous participons aux actions de l'OCDE, notamment en étant à la tête d'un des groupes, des comités de l'OCDE qui nous permet d'être particulièrement actifs dans ce domaine. Ça nous permet de partager des bonnes pratiques entre pays et de les partager à tous les niveaux de l'administration publique. Mais tout commence par le gouvernement central. Et voilà pourquoi nous avons mis en place nos plans d'action. Et c'est là la mission même de l'OCDE, partager les bonnes pratiques. Merci, c'était très dense. Nous avons vu sur les graphiques d'Elsa que le public n'a pas l'impression d'être entendu ou impliqué. Donc, il y a un plan d'action de 31 propositions et là, il y a une dualité. Les technologies présentent des risques et des opportunités. On peut écouter le public, communiquer avec le public et je suis particulièrement interpellée par votre approche multidimensionnelle sur les différents niveaux de gouvernement. Tout l'écosystème de travailler ensemble pour résoudre ce problème. Donc, mille merci, c'était passionnant. Et maintenant, je me tourne vers le secrétaire Melo, qui commence à peine sa journée à Brasilia. Merci beaucoup de vous être levé tôt. Et surtout, alors que c'est un jour férié. Merci beaucoup pour votre participation. Alors, voici ma question. Le Brésil dispose de ressources naturelles importantes et pourtant, il y a des défis majeurs pour améliorer la prospérité du peuple brésilien. Quelles sont les stratégies et les outils que vous avez déployés pour atteindre les objectifs doubles de la conservation des ressources naturelles et en même temps de l'amélioration des conditions de vie matérielles? Et par ailleurs, quels sont les défis majeurs auxquels vous êtes confrontés? Quels sont les enseignements que vous en avez tirés? Merci. Merci beaucoup, Sapana. Je suis ravie d'être ici. La première chose qu'il faut
dire quand on parle de préservation des ressources et de développement durable au Brésil, eh bien, c'est que l'administration publique doit s'appuyer sur les données scientifiques pour relever ces défis. Rien ne vaut de nier ce qui se passe dans le monde et surtout au Brésil, et surtout au niveau du changement climatique. Rien ne sert de nier le changement climatique et ses effets. Euh, D'abord, il faut s'intéresser aux institutions. Au Brésil, nous avons énormément d'institutions. Elles sont absolument essentielles pour apporter le développement dans les régions. Il y a des régions qui rencontrent des défis particuliers, par exemple l'Amazonie, le sud du Brésil. Ces institutions ont été mises sur pied sur le temps long et pendant longtemps, on a considéré que ces institutions étaient les ennemis du développement dans les régions. Car c'est un vrai défi que d'assurer le développement tout en préservant la forêt et la biomasse. Au Brésil, nous avons donc commencé par renforcer les institutions de gouvernance et de supervision, et en même temps, nous avons rehaussé la qualité et la transparence des données. Lorsqu'on dispose de données solides et d'institutions efficaces qui font le lien entre le public et les données et qui mobilisent ces données pour élaborer des plans d'action, eh bien c'est là qu'on peut avoir des résultats satisfaisants. Pour ce qui est des plans d'action, grâce aux données et aux institutions, nous avons élaboré des plans d'action. Le premier porte sur la transformation écologique. Ce plan est décliné en 6 axes et des centaines d'actions au sein de chaque axe. L'objectif principal est de définir une trajectoire de développement imbriquée dans la décarbonation et le renforcement de la productivité dans de nouveaux secteurs liés à la décarbonation. Comme vous le savez sans doute, le Brésil a de nombreux avantages comparatifs en termes d'énergie verte, de biocarburants, de biodiversité. On peut donc mettre à profit cet avantage comparatif pour renforcer notre secteur productif et c'est essentiel. Nous avons notamment mis au point un instrument financier avec la Banque interaméricaine de développement et la Banque mondiale. Il s'agit d'un instrument qui s'intitule Invest Brésil. Et l'objectif est que les investisseurs internationaux investissent dans la transformation écologique du Brésil. Nous avons également le Fonds climatique ou Fingo Amazonia. Ce sont d'autres instruments financiers qui nous permettent de, de poursuivre nos objectifs. Nous avons également le plan climatique qui est en lien avec la transformation écologique, mais en fait, l'objectif de ce plan est de nous permettre d'atteindre nos objectifs climatiques. Le Brésil a été l'un des premiers pays à fixer des objectifs audacieux et transparents. Nous cherchons à atteindre nos objectifs par le biais des institutions que j'ai citées. Au cours des 2 dernières années, le Brésil a subi une destruction de la forêt amazonienne et nous devons avoir recours aux données, aux institutions. Il faut les renforcer.
Et il faut des plans d'action clairs these numbers are very good result for what we aimed at the start of pour this obtenir des government. résultats satisfaisants. Just to finish, I would say Et pour that conclure, we have other actions that are quite important il y a d'autres for actions essentielles public pour perception, la perception not only domestically du but public, internationally. pas seulement au niveau Like national, mais we également au are niveau developing international. Nous here sommes en train our sustainable de taxonomy, mettre au point une and we are doing taxonomie this durable, with the support et ce, of a lot of grâce au soutien institutions, de including some nombreuses European institutions, notamment institutions, des German institutions institutions européennes, that allemandes, already have a sustaable taxonomy qui ont déjà ce themselves. type de taxonomie en And this will vigueur. be very important for Brazil because we will be able not only to C'est très channel important pour le investments Brésil, car to nous allons these pouvoir new diriger les technologies investissements and vers these de nouvelles new areas technologies that demand a lot of investments and they will have dans des domaines benefits qui exigent beaucoup from this d'investissements taxonomy, but et also qui to bénéficieront de cette make taxonomie. Mais earmarks ce sera on également expenditures l'occasion and de tax expenditures. We have here in Brazil almost d'affecter certaines 8% of dépenses GDP on tax expenditures. fiscales, We notamment just created a près de new 8% de system of notre PIB, transparency on these tax expenditures. Brazil's one of the countries that have et more transparency on this, but this new system is even correspond better à because the des, society needs to know where 80% of its à des GDP is going. impôts. And now Et nous sommes we très will be transparents et c'est able to important car le public doit earmark savoir these tax expenditures, showing où which se ones are destinent ces sustainable dépenses and which fiscales. Donc ones are 8% du not. PIB And this correspondent à des dépenses is fiscales et il being faut built savoir quelles with dépenses a sont lot of durables et lesquelles ne le sont participation pas. from public. Et We have a lot of civil society institutions beaucoup participating d'institutions de la on société these civile discussions. contribuent à ces So discussions. I Le believe public est that investi. these are the main pillars Voilà les behind piliers what de we're doing notre and action how we need au to Brésil. face these challenges is with C'est ainsi que transparency, nous strong cherchons à relever ces institutions, défis. and Transparence, of institutions course, fortes et bien entendu an action plan based on it. Thank you very much. Brilliant. Thank des you plans so d'action. much, Merci Secretary beaucoup, Mello. Monsieur le secrétaire Mello. Sort of taking the graph that Elsa showed us earlier about sort of data Encore une sets being fois, je vous publicly renvoie au available, and you graphique just qu'on a vu practically tout à l'heure, shown les bases us de what données innovation and disponibles au action public. Cela montre can que be l'innovation et driven l'action by peuvent putting être data out there. It was really powerful. So stimulées par la now we're publication des données. rapidly running out of Et time. So nous n'avons this is my presque quick plus de fire temps, round. donc I'm going to come to je each vais vous panelist. poser une question Unfortunately, rapide you'll only chacun. have 60 Vous seconds. n'avez que I'd 60 love you secondes pour me to répondre, give malheureusement. either one S'il reflection vous from plaît, the panel donnez-moi une conversation, one réflexion, thing that you hope the audience will take forward, having un listened message to clé this à destination conversation, du of course, public having pour engaged with Elsa's clore la presentation. So, conversation. given I've been really unfair and changed J'ai été how we're going to particulièrement end this, Elsa, I'm going to come to injuste, you donc je first commence par with Elsa that. cette fois-ci. Merci. Thank you very much. Well, listen, Merci. listening to the different great speakers we have here, I was taking note. J'ai écouté avec attention nos grands orateurs, nos orateurs éminents, et je constate que nous arrivons à un tournant. Nous savons qu'il faut des institutions solides, mais ces institutions ne reçoivent pas la confiance que l'on aimerait. Il faut que ces institutions soient plus efficaces, productives, et à cette fin, il faut mobiliser les données et les outils numériques. C'est bien ce que j'entends après les interventions des uns et des autres. C'était très intéressant. Si vous me donnez 15 secondes de plus, j'aimerais remercier mon équipe. Il s'agit d'un projet qui concerne tout le département, donc je remercie chaque participant. Je remercie notamment l'équipe qui a tout mis sur pied, Santiago González, Alexis, Kona, Anaïs Cafeux, Monica Bretti. Merci. Thank you very much, Elsa. Merci, Elsa. To echo our thanks to everyone on the call, to the team for this brilliant work. Moi aussi, je remercie toute l'équipe pour ce travail brillant. Cela va nous permettre d'avancer au niveau national. Et maintenant, je me tourne vers Ángel Alonso Aroba, chef de cabinet adjoint du Premier ministre de l'Espagne. Oui, je n'ai pas vraiment de conclusion. C'était difficile de tout dire en une heure, mais j'ai un commentaire supplémentaire à faire.
Guillermo parlait du climat. Il y a un défi supplémentaire auquel nous sommes confrontés actuellement, c'est le fait que beaucoup des consensus dont nous jouissons doivent maintenant être expliqués. Car ces consensus font maintenant l'objet de remises en question dans nos sociétés. Il y a toujours eu des détracteurs des théories du changement climatique, et il y a toujours eu des défenseurs du développement durable, mais maintenant, il y a de vrais clivages. Et la question initiale se repose donc sur ce sujet, comment communiquer avec les citoyens? En tant qu'administration publique, il va falloir faire un effort supplémentaire. Et dans le cadre de ces efforts, il faut aussi faire participer les citoyens pour que ceux-ci constatent les avantages dans leur vie quotidienne. Dans beaucoup de nos pays, nous avons été confrontés à des crises sociales. C'est le cas de la France également. Et donc, il faut avancer sur ce sujet. C'est ce qu'on fait en Espagne. La nécessité de transition climatique doit être mise à profit comme une occasion de transformer l'économie. Guillermo parlait des richesses naturelles du Brésil. Cela présente un potentiel pour les énergies renouvelables et il faut expliquer aux citoyens que ce ne sont pas des décisions arbitraires prises par des gouvernements autocratiques ou technocratiques plutôt. Il faut expliquer aux citoyens que leurs vies vont être meilleures sur le court, moyen et long terme. Voilà une partie de la solution. Il faut redoubler d'efforts au niveau des administrations publiques. Merci. Et maintenant, le secrétaire Mello. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, surtout l'idée selon laquelle les individus doivent être placés au cœur de nos actions. Si les populations ne sont pas au cœur de nos actions, alors elles ne se sentiront pas impliquées. Quand on parle de développement, il ne s'agit pas seulement de productivité ou de nouvelles technologies ou de développement durable. En effet, il s'agit d'améliorer les vies des citoyens. Lorsque l'on aborde ces sujets, par exemple les innovations technologiques entre autres, on doit montrer que même les innovations technologiques qui pourraient porter préjudice aux emplois et aux vies des populations, eh bien, celles-ci font quand même l'objet d'un plan d'action pour apporter des bienfaits et des bénéfices dans les vies des populations. Et c'est le cas aussi pour l'action climatique et le développement durable. Si les populations estiment que la lutte contre le changement climatique passe avant leur vie, alors ça ne fonctionnera pas d'un point de vue démocratique. Dans un pays autocratique peut-être, ou autoritaire, ça peut fonctionner, mais ce n'est pas ce qu'on souhaite. Voilà la conclusion principale. Tout ce qui a été dit est essentiel. Qu'on le veuille ou non, tout ceci va avoir lieu, mais il faut trouver le moyen de mettre les populations au cœur de nos actions et d'impliquer les populations. Il faut que les populations aient l'impression que leur vie s'améliore. Oui, absolument, merci. Et selon l'enquête sur les déterminants de la confiance, eh bien, il y a un indicateur sur la communication et les résultats ne sont pas très satisfaisants au niveau de la théorie du changement. On a du mal à transmettre la théorie du changement aux citoyens. Donc, merci beaucoup. Et enfin, l'ambassadeur Varanma, merci beaucoup. Je vous encourage à lire le rapport. Tous ceux qui étaient connectés, donc j'ai vu qu'il y avait plusieurs centaines de personnes, eh bien, je vous encourage à lire le rapport. C'est un recueil de données très éclairantes pour nous tous. Je suis particulièrement reconnaissant pour cette publication qui donne matière à réflexion et j'ai écouté mes collègues avec attention.
Mes collègues du Brésil et de l'Espagne ont évoqué les défis de gouvernance. Les défis de gouvernance publique ne sont pas si différents selon les pays du monde. J'essaie d'apprendre d'autres pays, j'essaie de m'inspirer des bonnes pratiques pour améliorer les choses. Je suis sûre que ce débat se poursuivra au sein du comité sur la gouvernance publique sous votre direction, Sapana. Donc, merci beaucoup pour tout. Merci. Je serai très rapide car l'ambassadeur a déjà fait une transition vers le PGC et notre travail pour la suite. Mais j'aimerais simplement dire que les délégués et les experts de tous les pays de l'OCDE, eh bien, je remercie les délégués et les représentants qui ont participé au groupe de pilotage du rapport. Merci beaucoup. C'est le moment de nous réjouir de toutes ces politiques publiques fondées sur des données probantes. Nous y croyons tous, donc c'est un pas en avant. Et comme on l'a dit, cette publication est disponible et toutes les bases de données sont également disponibles et téléchargeables. Il y a des liens dans la boîte de dialogue, donc n'hésitez pas à les télécharger. Merci pour votre temps, merci aux panélistes, merci au secrétaire général pour sa participation. C'était une excellente session et j'espère que vous avez trouvé cette publication utile dans vos efforts de réforme. Merci et bon après-midi à tous.